C'est bon là? Ok. Donc, bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur Self-Hosting 101. Donc tout d'abord, non, je sais pas. Yes. Ah non, c'était pas le bon bouton. Bon, tout d'abord, à qui je suis. Donc je m'appelle Yvan Cherel. Mon pseudo c'est Lambdac. Je suis parti de la team Fake News. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Discord, je suis NCBS. Et je bosse à Champ d'apprentissage Anal Group. Voilà. Du coup, Self-Hosting 101, qu'est-ce que c'est? Donc le self-hosting, en fait, c'est le fait d'héberger tout type de service chez soi. Donc un service, ce que j'appelle un service, ça va être en gros, ça peut très bien être un site internet, un, un hébergement de fichiers, un bot Discord ou peu importe. Et donc le but c'est d'héberger ça chez toi, chez soi. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui me demandent mais qu'est-ce que c'est 101? En gros, on voit ça souvent sur des cours en ligne, où en gros 101 c'est juste à dire on part des bases, enfin c'est quand on n'y connaît pas grand-chose. Selon moi, le self-hosting, je le vois donc sous trois mots principalement. Il faut d'abord que ce soit facile à mettre en place, que ça respecte la vie privée et que ce soit sécurisé aussi. Donc tout d'abord, petit disclaimer. Euh, Cette présentation ne se veut pas exhaustive, donc on pourrait parler de ce sujet-là pendant des heures, donc je ne vais pas tout couvrir. Et moi j'ai une façon de faire du self-hosting, il y en a plein, et la façon dont je le fais, ça marche pas trop mal, c'est selon moi bien sécurisé. Donc voilà, donc je vais vous présenter comment je fais. Et aussi deuxième disclaimer, attention, ne faites pas ça chez vous, parce que c'est un énorme rabbit hole où il y a 3 ans en gros j'ai commencé à faire du self-hosting, donc j'ai fait un serveur Nextcloud pour héberger des fichiers. Et en fait, bah, on met un service, puis un deuxième service, puis un troisième service, puis on se rend compte que c'est trop bien, on en met plein. Et aujourd'hui, bah, je dois avoir fait tomber au moins les 3/4 des dominos avant d'arriver jusqu'au bout. Bon, je savais pas trop par où commencer au début, du coup je me suis dit bah, je vais vous raconter comment j'ai commencé ça, et ensuite ça va se dérouler tout seul. Donc il était une fois un serveur, enfin bref voilà quoi. Où ouais, donc il y a à peu près 3 ans, je voulais en gros pu utiliser tous les services de cloud, et parce que bah j'avais pas pour question de vie privée, et aussi parce que j'avais pas d'argent, et pour avoir beaucoup de stockage en ligne ça coûte cher. Du coup j'ai repris en tant que serveur. En fait j'avais un PC que j'avais monté pour jouer, je m'en servais pas trop au final, du coup j'ai recyclé en serveur, et je me suis dit tiens bah, je vais mettre j'ai installé Nextcloud dessus, et j'ai hébergé mes fichiers que je vais pouvoir accéder depuis partout. Donc c'était pas mal tout ça. Puis à un moment, c'était pendant le premier confinement, j'avais du temps, et je me suis dit, puisque je faisais ça, donc au tout départ j'avais fait ça dans un ESX, j'avais monté un ESX, j'avais monté une VM et j'avais mis Nextcloud dedans. Et, donc pendant le premier confinement, ouais, j'avais du temps à perdre, et donc j'ai décidé de tout wipe, puisque bah, je voulais un moment, parce que j'avais une carte graphique et j'avais des problèmes de GPU pass-through, enfin un gros bordel. Et du coup je me suis dit bah, ce serait peut-être plus simple de donner directement la carte graphique dans un Docker. Donc j'ai tout wipe, j'ai installé Ubuntu avec Docker pour que ce soit plus simple, et du coup tout est dockerisé dans le serveur. Et donc ça marchait super bien, tout ça. Puis au bout d'un an à peu près, un jour, j'ai eu la bonne idée de faire un sudo Ubuntu driver auto-install. Ne faites pas ça chez vous. Parce qu'en fait, bah, ça installe 50 000 paquets. Et en gros, au moment où j'avais fait ça, donc j'étais pas chez moi, j'étais en remote, j'ai fait ça depuis un accès VPN. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, bah, le serveur il répondait plus. Donc je savais pas trop pourquoi. Et donc je demande à mon père, tiens, est-ce que tu peux redémarrer le serveur pour voir, j'ai un problème, machin. Il le redémarre, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes encore, ça marchait plus. Je fais bon bah tiens, bah quand je retournerai chez moi en physique, je regarderai pourquoi ça marche plus.
Et en fait, Ubuntu Driver auto-install, ça va, comme ça installe les drivers de la carte graphique, ça va aussi installer tout l'environnement Xorg, donc tout l'environnement graphique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un quart d'heure, comme il y a un environnement graphique d'installer, le PC se m'envahit. Donc yes. Donc j'en avais ras-le-bol, puis Ubuntu pour moi il était cassé, machin, donc puis en tant que fervent défenseur de Arch Linux, j'ai tout wipé et je suis passé sous Arch Linux avec Docker. Et depuis ça va très bien. Voilà. Bref, du coup, donc ouais, où est-ce qu'on va placer un serveur chez soi? Parce que en gros, grosso modo, donc chez soi, donc on a donc Internet, on a une box et des devices, enfin un chez soi classique quoi. Du coup, ce qu'on va se dire, c'est on va brancher notre serveur directement dans la box et voilà. Et, et le truc, c'est qu'il faut, pour que ce soit un minimum sécurisé, c'est bien de mettre ça dans une DMZ. Et c'est super parce que souvent dans les interfaces de box, la plupart des opérateurs ils proposent un bouton activer la DMZ. Et sauf que c'est pas vraiment une DMZ parce que en fait niveau du firewall de la box, ce qu'ils vont faire, c'est juste ils vont dire on ouvre tout le flux sur un serveur et voilà. Alors qu'une DMZ en réalité c'est plutôt comme ça. Où en gros on va avoir une box. Enfin, on aura notre box, on va avoir donc un deuxième firewall, où derrière on va avoir tous nos devices, et ici en gros on va mettre notre serveur, ce qui fait que si jamais notre serveur il se fait hacker ou quoi que ce soit, tous nos devices chez nous ils pourront pas se faire hacker. Donc c'est un principe de sécurité quoi. Et du coup, sur votre box, petit conseil, n'utilisez pas la fonctionnalité DMZ parce que c'est pas une vraie DMZ. Et le truc du coup, ça va être sur la box, c'est possible d'ouvrir des ports sur une IP précise. Donc là en fait par exemple si on veut juste héberger un site web, on va typiquement ouvrir le port 80 et 443 et dire tu rediriges tout le flux sur le serveur. Et ça c'est beaucoup plus sécurisé du coup. Ouais, donc du coup je vous ai parlé. Donc maintenant on va. Qu'est-ce qu'il y a dans le serveur? Je vous ai parlé de Linux et de Docker. Au final, la distro Linux, peu importe celle qu'on met, ça a fonctionné. Puis en vrai, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise distro Linux. Là, une bonne distro, c'est avant tout une distro qu'on maîtrise. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais du coup, par-dessus, on met Docker et Docker Compose. En gros, Docker Compose, la façon dont ça fonctionne, vite fait. Donc on va avoir un fichier qui s'appelle dockercompose.yaml. Dedans on va définir tous nos services. Donc typiquement ici j'ai mis donc un serveur Nextcloud où donc là j'ai son nom, je dis sur qui il dépend sur une base de données. Il y a le port 80 qui est exposé pour pouvoir y accéder. Les volumes c'est là où les données vont être stockées et voilà. Et en gros on lance une commande docker compose up et tout est déployé tout seul et ça marche. Ouais, bon, c'est bien, mais du coup, oui, donc pour exposer des services sur Internet, donc comment on fait? Puisque en gros, si je veux mettre mon Nextcloud sur le port 400, accessible sur le port 443 depuis Internet et par exemple Jellyfin qui est aussi accessible sur 443 depuis Internet, je vais pas pouvoir exposer deux mêmes services sur le même port. Donc pour ça, on utilise un reverse proxy. Et un reverse proxy qui fonctionne bien sous Docker, c'est donc Trafic qui est vraiment fait pour et qui est vraiment super. Et en gros, pour configurer un service avec Docker Compose sous Trafic, en gros, on dit à Trafic, tu te mets dans un réseau. Donc ici, on va l'appeler TR Nextcloud pour Traffic Nextcloud. Ici, mon Nextcloud, je le mets dans le même réseau. Les fichiers YAML, ici, je les ai simplifiés pour mieux voir. Et en gros, je vais définir des labels dans mon Docker pour que Trafic, lui il aille lire les labels et il expose le service comme il faut. Moi, on reparlera de ça un petit peu après. Et donc là, tout de suite, je vous ai montré que donc on l'expose dans un network. Là, je l'ai appelé TR Nextcloud, mais j'aurais pu l'appeler default, enfin TR default, puisque typiquement, quand vous allez trouver des configurations sur Internet, en fait, tous les services Docker,
ils vont être tous rattachés au même réseau que trafic. Ce qui fait qu'en fait, si jamais, par exemple, imaginons Jellyfin, il se fait hacker, machin, bah, c'est dans un Docker, donc normalement, il n'est pas censé pouvoir sortir de Lost ni rien faire en fait. Sauf que comme tout est dans le même réseau, et bah lui, un attaquant, il va très bien pouvoir, à partir de là, scanner, voir un petit peu tout ce qu'il fait sur le réseau et voir, oh tiens, Nextcloud, il va essayer de le hacker. Et du coup, au final, niveau sécurité, enfin, l'intérêt est un peu moindre. Du coup, il faut faire attention. Donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est que bah, pour chaque, en fait, on va définir chacun, enfin, dans Trafic, en fait, on va définir plein de, oups, spoil. Dans Trafic, on va définir plein de réseaux différents pour chacun de nos services. Comme ça, bah, si jamais Jellyfin, lui, il se fait hacker, bah, il va pas pouvoir voir, il verra jamais le Nextcloud. Du coup, Chuck Norris, il approuve. Et donc pour ce faire, donc, dans notre fichier Docker Compose, donc celui qui est sous Trafic, on va définir deux réseaux, un spécifique pour Nextcloud et un spécifique pour Jellyfin, qu'on redéfinit ici, là. Et ensuite, donc notre fichier Docker Compose de Nextcloud, on dit bah prends le tr Nextcloud, et pour Jellyfin, on prend celui-là. Et du coup, ça fait que bah c'est sécurisé. Aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, dans Trafic, en fait, par défaut, le fichier de configuration, on lui donne le fichier var run docker sock. Là, donc ça, c'est la socket Docker. Et en gros, faut faire très attention quand on donne l'accès à la socket Docker à n'importe qui. Parce qu'en gros, là, vous allez me dire, ouais, on peut pas faire n'importe quoi parce que c'est en read-only. Non, mais le read-only, en fait, c'est juste, on va pas pouvoir écraser le fichier et mettre quelque chose par-dessus. Parce que la socket, en fait, on va communiquer avec, comme un petit peu enfin, on va communiquer en TCP avec, en gros, ou on va lui envoyer des requêtes, elle va nous répondre. Et ça permet de commander tout Docker, en fait. Et en gros, pour la faire courte, quelqu'un qui a accès à qui peut communiquer comme il veut avec var run docker sock, il peut devenir root sur votre host en 3 lignes de commande, quoi. Donc, faut faire attention. Et pour ça, il y a quelqu'un qui a fait un Docker qui s'appelle Docker Socket Proxy, qui lui en fait sert de firewall à votre socket. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner donc l'accès complet à la socket. Et lui, il a juste un seul but, c'est donc on va lui dire, bah, qu'est-ce que tu peux faire sur la docket et sur la socket, pardon. Et en gros, donc si je mets post à 0, rien que le fait de mettre post à 0, en gros, personne pourra créer de Docker et faire ce qu'il veut. Donc en gros, à partir du moment où on met post à 0 ici, en fait, la socket est juste en read-only et on peut juste obtenir des informations de nos Docker. Et ensuite, donc ce qu'on fait, c'est que bah, on dit à Trafic, donc tu te mets dans le même réseau que le Docker Socket Proxy. Et du coup, il va communiquer comme ça avec lui. Et du coup, là, c'est beaucoup plus secure. Et le Buddy Christ, il approuve. Alors, maintenant, on va parler de la configuration de Trafic. Alors, il y a la documentation de Trafic qui est vraiment trop bien. Si vous voulez, si vous savez pas trop comment ça marche, allez la lire. Mais bon, si je vous fais quand même une présentation, donc je vais quand même vous expliquer un petit peu comment ça marche. En gros, la configuration de Trafic, il y a deux trucs différents. Il y a la configuration statique et la configuration dynamique. La configuration statique, donc ça va se faire donc, dans un fichier nommé trafic.yaml, où là on va définir toute notre config, quoi. Et il y a aussi la configuration dynamique, qui va se faire via les labels Docker. Donc, la configuration statique, comment que ça marche? Donc en gros, donc le fichier, dans mon fichier, je vais dire bah, va toper la socket ici. Donc TCP, comme on utilise le proxy qu'on a défini juste avant. Ouais, les entry points, c'est en gros, on va nommer tous nos entry points. Donc par exemple, si j'ouvre le port 80, bah, ici je vais l'appeler web. Ici j'ouvre le port 443, du coup je vais l'appeler HTTPS. Et ensuite derrière, dans notre configuration dynamique, on dira bah, ouvre redirige tel port sur tel Docker. Et juste en les nommant, donc web HTTPS ici par exemple.
Et ensuite, ce qui est important, oui, ici, donc les Certificate Resolver, en gros, c'est pour dire de générer des certificats Let's Encrypt. Parce que si on définit aucun certificat, par défaut, Trafic il génère un lui-même. Et sauf que dès que vous allez accéder au site, votre browser il va vous dire attention, sécurité, machin, certificat pas signé par une, comment ça s'appelle, enfin pas signé quoi. Et, et en gros, donc moi ce que je fais, c'est que je définis, et oui, il y a plusieurs façons de générer un certificat Let's Encrypt. Il y a donc le classique, le HTTP Challenge, et il y a aussi le DNS Challenge, qui se configure pas tout à fait pareil, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir générer des certificats wildcard. Ce qui fait que enfin, tous les certificats en fait via les scripts qui sont générés, ils sont publics. Il y a des bases de données pour pouvoir rechercher dedans. Et le fait de générer un certificat wildcard, ça va permettre, enfin, si quelqu'un s'intéresse à ce que vous mettez sur Internet, il va pas trouver la liste directement comme ça, il verra juste une étoile et voilà. Bon, c'est pas non plus une feature de sécurité, mais ça, c'est un petit peu de l'obfuscation, guessing ou de la stack comme on veut, quoi. Et aussi, donc pour finir, en gros, je dis on log littéralement tout pour garder des traces de tout et si jamais il se passe quelque chose, on sait ce qui se passe, qui a voulu accéder à un serveur. Ouais, donc si on revient sur la configuration dynamique, donc ici, donc ça se fait donc via les labels Docker. Donc ici, je dis j'active le trafic. Ici, je dis dans via quel network il y accède. Le Nextcloud rule, le host, en gros, ça va être le nom de domaine via lequel on va pouvoir accéder via Internet. Le load balancer server port, en gros, c'est dans tous les Docker, enfin dans tous vos services, par exemple Nextcloud, dans Docker, il sera exposé sur le port 80. Donc là, en gros, on dit on redirige tout dans le Docker sur le port 80 pour interagir avec Nextcloud. Mes entry points ici, donc comme on a vu dans le fichier de configuration statique juste avant, donc on a web HTTPS pour port 80 et 443. On active TLS et voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de DNS. Donc DynDNS pour Dynamic DNS, où en gros, juste avant, là, j'avais donc mon cloud.lambda.bzh. Et c'est bien ça, mais il faut mais un nom de domaine derrière, il y a une IP. Et sauf que quand vous mettez en place un serveur chez vous, donc votre box elle a une IP, mais ça peut arriver que l'IP change et même faut pouvoir mettre à jour automatiquement l'IP pour que à chaque fois que quelqu'un va aller toper votre nom de domaine, ça pointe vers la bonne IP qui est chez vous. Donc pour ça, il y a un service qui existe DynDNS, et il y a un service donc DD Client qui existe où en gros ça va permettre de définir automatiquement, de mettre à jour automatiquement l'IP qui est associée à votre nom de domaine. Donc ça c'est bien, mais sauf que si on le fait pour chaque nom de domaine qu'on veut mettre en place, il va falloir mettre un Docker en plus à chaque fois et ça devient un petit peu énervant quoi, à mettre. Enfin ça devient lourd à mettre en place à chaque fois. Du coup pour ça, je fais des CNAME où en gros j'ai une entrée DNSA ici et à chaque fois je définis tous mes autres sous-domaines donc en tant que CNAME qui pointent vers mon entrée A ici, et lui mon entrée A il va résoudre mon IP. Et du coup ce qui fait que je me retrouve uniquement avec un seul service qui va mettre à jour uniquement l'entrée A et tout le reste suivra automatiquement. Ensuite en DNS chez soi, il y a différents services de DNS qu'on peut mettre en place chez soi, donc les plus sympathiques que je trouve, c'est Piol et Core DNS. Piol, il est pas mal, parce qu'en gros, si vous en servez comme DNS chez vous, vous allez pouvoir bloquer la plupart des pubs, ce qui est plutôt pas mal. Et Core DNS, lui, il est bien, parce qu'il est très léger, il est cloud compliant, ou je sais plus comment on dit déjà. Et sinon, en termes d'entrée DNS, vous pouvez directement les configurer sur votre firewall ou box directement.
Donc on va reparler des logs. Donc les trucs à loguer à minima, je dirais, donc c'est tout ce qui passe par trafic, parce que ça va être ça qui va être exposé à Internet, donc c'est le premier truc à loguer. Des statistiques sur votre serveur, si vous voulez, et aussi Smart, qui est en gros c'est un petit firmware qu'il y a dans les disques durs qui permet de vous dire, qui permet de vous donner l'état du disque dur. Et donc tout ça on va le loguer donc dans une stack Elasticsearch où en fait on va avoir ce qu'on appelle des bits, c'est des agents. Il y a plein d'agents différents qui existent pour toutes sortes de choses qui vont remonter tout seul super simplement tous les logs. Et du coup, une fois qu'on log tout ça, ça permet de faire des beaux dashboards. Par exemple, ici, on voit que j'ai 39 Docker qui sont actuellement qui tournent, 49 qui sont stoppés. J'ai des stats sur l'usage du CPU et de la mémoire pour tous mes Docker. Enfin bref, c'est joli. Aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on peut aussi plotter toutes les API, toutes les IP qui viennent nous contacter. Via des bases de données, on peut donc les géolocaliser. Et du coup, on peut là par exemple ici, c'était bon, j'ai fait ce truc-là hier, mais en une journée, j'ai tout ça qui est venu toper mon serveur. Donc comme quoi, il n'y a pas que les Chinois qui scannent Internet. Oui, ça donc, enfin tout à l'heure je parle de services, machin et tout, mais il y a une bonne liste de tous les services en place qu'on peut mettre, qui se trouve ici sur GitHub, Awesome Self-Hosted. Et en gros, on a plein de, enfin c'est vraiment une liste où il y a vraiment plein de trucs. Donc Analytics, tout ce qui est calendrier, partage de fichiers, DNS, les jeux. Enfin bref, il y a vraiment énormément de choses. Et donc si vous savez pas trop quoi mettre sur votre serveur, allez faire un tour là-dessus et vous trouverez forcément votre bonheur. Maintenant, on va parler des sauvegardes. Donc le truc, c'est là où vous mettez toutes vos données. Ce qui est bien, c'est au moins de mettre en place un RAID. Donc un RAID 1, 5 ou 6 par exemple, qui en fait, c'est à minima, vous avez deux disques durs où vos données vont être dupliquées sur le deuxième disque. Ce qui fait que si jamais il y a un disque qui vous lâche, bah, vous avez toujours une copie sur le disque. Il y a aussi, pour faire des backups, ce qui est possible, c'est de faire ça sur des bandes magnétiques. Mais où pour beaucoup de stockage, ça coûte pas très cher. Mais le problème, c'est que le lecteur de bande magnétique, c'est au moins 3000 €, un truc comme ça. Donc au final, c'est pas si vaste que ça. Et pour faire un peu plus de backup, il y a Adam qui va faire une petite intervention sur Restic. Bon, tu peux me prendre un comme ça, non? Ah, le silencieux. Aïe aïe aïe. Mais non, il est dans mon dos. Ouais, bon, désolé, on a qu'un seul micro du coup pour le stream. Du coup, moi, j'ai une petite intervention par rapport au backup. Je vais vous parler un peu du setup que j'ai fait sur mon serveur à la maison. Du coup, j'ai cherché un logiciel, un soft, bien sûr open source, gratuit, qui est suffisamment maintenu. Et surtout qui pouvait me faire économiser un max d'espace. Donc du coup, j'ai commencé à chercher ce qui se faisait dans la commune des Home Lab et même dans le monde pro, puisque comme au boulot je fais du sysadmin, j'utilise pas mal de Constance Pro en perso et vice versa. Et du coup, je suis tombé sur plusieurs logiciels assez populaires. Le problème, c'est que soit il me manquait la feature que j'ai jamais le set de features que je voulais, donc soit il me manquait du chiffrement, soit il me manquait de la déduplication, soit il n'y avait pas le protocole que je voulais, puisque je voulais sauvegarder tout ça sur un OVH Cloud Archive, donc le public cloud OVH qui utilise OpenShift.
OpenShift. Et donc du coup, le protocole de communication, c'est pas du S3 classique comme la moitié de la Terre utilise, c'est un protocole fait par OpenShift qui s'appelle Swift. Et donc du coup, il me fallait un soft compatible. Donc après avoir pas mal creusé, je suis tombé sur Restic, dont le logo est là. Bon, il y en a pas mal qui ont remarqué que c'est évidemment la mascotte de Go, donc et oui, c'est codé en Go. L'avantage, c'est qu'on a du chiffrement symétrique et pas asymétrique, justement parce qu'on a de la déduplication. C'est deux features qui sont généralement incompatibles entre elles dans un soft, puisque pour pouvoir dédupliquer tous les chunks qui sont envoyés sur le repository, il faut pouvoir les lire. Donc généralement, on peut pas faire de sauvegarde asymétrique, de sauvegarde chiffrée de manière asymétrique. Du coup, j'ai dit sauvegarde symétrique, déduplication qui est très très performante pour le coup. Je n'ai pas les détails de quels algos il utilise, mais pour le coup, il a bien détaillé, le développeur a bien détaillé sur le blog les décisions qu'il a fait, que ce soit pour le chiffrement ou pour les algos de compression. Pour le coup, pouvoir tester l'algo de déduplication est vraiment assez impressionnant. Compression et oui, un système de repository en fait assez générique, ce qui fait qu'il peut être implémenté sur n'importe quel transport. Donc il a le support pour de la backup en local, juste sur le file system, du support pour Swift, donc du coup ce qui m'intéressait, S3, tout ce que vous voulez, Azure Blob Storage, le cloud storage de GCP, bon, ça vous fait tout n'importe quoi, ça vous fait du SFTP, ça vous fait du AirSync, tout ce que vous voulez. Donc du coup, c'est un soft qui est super complet. Et évidemment, faites vos backups en remote, parce que sinon, il pourrait arriver quelques conneries. Ouais, je suis bon. C'est bon? Bah, merci Adam. Oui, du coup, comme Adam le disait, faites au moins une copie en remote, parce que il peut arriver des petites choses pas très sympathiques. Maintenant, on va parler un petit peu de plein de petits tips, machin, des petits trucs, je savais pas trop comment caser, qui peuvent être bien pratiques. Ça, typiquement, c'est comment c'est foutu chez moi, en gros. Donc, on a Internet, ma box, un firewall avec tout mon réseau et entre deux, donc ma DMZ. J'ai un accès WireGuard qui me permet d'accéder à distance. Et en gros, j'ai plein de services qui sont accessibles sur Internet. Donc Nextcloud, Jellyfin, enfin plein de trucs. Et j'ai plein de services aussi que j'ai mis en place qui sont uniquement accessibles chez moi. Donc qui se terminent en lambda.int. Et le truc c'est que donc j'ai mis tout ça au début, donc j'avais mis tout ça en place. Et dès que je tapais dans mon nom de DNS un truc par exemple cloud.lambda.bsda, j'accédais à mon Nextcloud, super. Et dès que je tapais par exemple wikijs.lambda.int, j'y accédais pas. Bah, normal parce que c'est un point int. Puis à un moment, je me suis dit, et si je me mettais un peu plus loin, parce que tout était exposé sur le même port. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je me mettrais pas pour un accès 4G pour pas de chez moi, et je mettais en local une entrée DNS qui résolvait wikijs.lambda.int sur l'IP de mon serveur. Et là, j'y accédais. Et donc là, panique. Vraiment la panique, puisque en gros, ça faisait à peu près une semaine ou deux que c'était up comme ça, et là je me rends compte que en fait, tout est exposé sur internet. Donc là, j'avais envie un petit peu de tout wiper. J'écrivais littéralement comme ça sur mon PC, sauf que ça marchait pas forcément. J'essayais de me rassurer en me disant c'est bon, ça va aller, je vais prendre le temps de faire ça. Puis oui, ça faisait 2 semaines que c'était comme ça, du coup j'avais un petit peu envie de crier. Du coup, j'ai regardé, j'ai débranché, j'ai tout débranché. Et tout allait mieux. J'ai pris le temps de regarder, parce que bien sûr, j'avais tout logué trafic, donc je savais tout ce qui était passé. J'ai pris le temps de regarder tous les logs et tout, et j'ai vu que bien heureusement, personne n'y accédait, donc tout allait bien.
Et donc le truc, c'est ce que je fais maintenant, c'est si je reviens un petit peu avant, c'est en gros, euh, quand on expose le port 80, bah, pas tous les services que je veux uniquement en interne, bah, je vais pas les exposer sur le port 80 et 443. Typiquement, tout ça, ça va être exposé chez moi sur le port 80-80 et 80-81 pour HTTP, HTTPS. Et du coup, ce qui fait que maintenant, bah, plus personne peut accéder à ça. Mais sur le coup, c'était un petit peu la panique. Donc voilà, si vous voulez exposer des services chez vous, faites comme ça. Ça c'est... Oui, pour l'instant j'ai parlé beaucoup de Docker, machin, tout ça. Mais j'ai aussi quelques petites VM avec KVM et QEMU. Où en gros là je me suis fait un petit setup pour analyser les malwares. Mais souvent quand on fait un setup d'analyse de malware, il y a un problème qui est de comment est-ce qu'on va faire pour partager des fichiers entre les VM, c'est toujours un peu le bordel tout ça. Et parce que des fois on va se mettre un point de montage en local, un disque, tout ça, mais c'est jamais trop super. Du coup ce que je fais c'est que j'ai un Xcloud monté exprès pour ça, qui est dans un réseau que j'ai défini, isolé de tout internet. Et qui est à la fois dans un réseau isolé d'internet, et lui il est aussi à la fois je peux aussi y accéder via mon trafic, et pour pouvoir y accéder depuis mon PC. Et en gros ça me permet de partager des fichiers sur mes deux VM, donc Remnux et Windows, pour faire de l'analyse. Et comme ça je peux drag chacun à son compte sur le Nextcloud, et comme ça je peux accéder et partager des fichiers assez facilement. Donc c'est plutôt pratique. Oui, ça c'est en gros, j'ai fait, donc quand j'ai défini mes entrées A et AAA, donc DNS en remote, j'ai défini un étoile.lambda.bzh, parce que j'ai un hébergement web chez OVH, et en gros, tout ça, ça va vers une IP spécifique, et cette IP spécifique amène là où je veux. Ce qui fait que si par exemple quelqu'un va vouloir essayer d'énumérer tous mes sous-domaines, il sera toujours redirigé quelque part en fait. Et, du coup, je peux par exemple vous dire allez sur mon onlyfans.lambda.bzh, et où potentiellement il n'existe pas, mais il existe. Oui, on va parler un petit peu de Tor. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu une super présentation de Léo sur Tor, je vous invite à aller la voir. Où en fait j'ai mis en place chez moi donc un site uniquement accessible sur Tor, ça marche super bien, c'est impeccable, il n'y a pas de problème. Mais j'ai aussi voulu essayer de mettre en place un relais Tor, uniquement en nœud d'entrée et middle, pas de sortie. Et sauf que au début, donc ça marchait bien, super. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on monte en, en accréditation en fait de la communauté, où on est de mieux en mieux vu. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui ont passé par notre relais Tor. Et le truc, c'est qu'au début, ça allait, machin et tout, mais au fur et à mesure, il y a de plus en plus de trafic qui passe. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, il y avait tellement de trafic, même si c'est possible de le limiter via la configuration de Tor. Enfin, j'avais pu chez moi, l'internet il ramait comme il n'y a pas, machin, et pourtant j'ai la fibre gigabit pleine, donc il n'y a pas de raison. Mais en fait, le fait de mettre ça chez soi, ça bouffe énormément de bandes passantes, mine de rien. Et aussi depuis, je suis rentré dans les listes de ban, comme je suis un relais Tor, et du coup il y a plein de sites internet depuis chez moi où je ne peux plus accéder. Donc je vous déconseille fortement de mettre en place un relais Tor depuis chez vous. C'est euh, c'est que des emmerdes quoi. Aussi, ça c'est oui. J'avais un moment commandé des disques durs en SAS parce que j'avais trouvé une promo pas cher, machin. Comme ça, maintenant j'ai 50 Tera de disques chez moi, c'est super. Et pour brancher tout ça, donc j'avais besoin d'un contrôleur RAID physique. Et le truc, c'est que je voulais mettre en place uniquement du RAID software
parce qu'en gros, si jamais votre contrôleur RAID, là, il crame, bah vous perdez tout votre RAID, donc vous perdez toutes vos données. Et l'avantage de le faire en software, c'est que vous pouvez le récupérer un peu plus facilement. Sauf que bah, j'avais regardé tout ça, puis c'est possible de changer le BIOS de ce truc-là parce que par défaut, en fait, vous pouvez pas donner directement le disque dur à votre PC. Il apparaît sous un disque virtuel qui est déjà en RAID configuré via cette carte-là. Et sauf que bah, le truc c'est de bien regarder, parce que en fait bah, il se trouve que j'ai pris la seule où c'était pas possible de reflasher le BIOS pour donner le contrôle au PC, donc c'est un peu dommage. Et aussi, oui, donc quand j'ai migré de Ubuntu à Arc, mon installation Docker, il se trouve que migrer toute une installation Docker, c'est extrêmement facile, puisqu'il suffit juste de faire un R5 av-ProRes de votre ancien de votre ancien dossier varlib Docker vers votre nouveau varlib Docker. Et voilà. Et ensuite, il suffit juste de redémarrer et tous les services sont re-up tout seuls. C'est génial. Maintenant aussi j'ai fait, donc bon il est pas up aujourd'hui mais ce week-end il sera up, le site self-hosting101.wiki qui reprend un petit peu tout ce que j'ai parlé aujourd'hui et un peu plus. Et d'ailleurs si vous allez dessus, que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, comme ça me permet moi derrière d'améliorer le wiki et ça profite à tout le monde. Et aussi il y a plein d'autres endroits où on peut trouver des ressources sympathiques. Donc sur Reddit, il y a principalement Homelab et Self-Hosted. Data Order, c'est pour tout ce qui va être relatif aux données. Ou en gros, un data order, c'est quelqu'un qui va agréger énormément de données. C'est assez rigolo, vous verrez des gens qui vous montreront leur pétaoctet de données, c'est n'importe quoi. Il y a aussi un certain site, donc perfectmediaserver.com, qui est vraiment pas mal, qui explique bien comment faire du self-host. XSRV, c'est des règles Ansible qui permettent de tout déployer automatiquement, c'est pas mal. Et il y a aussi bah, le Awesome Self-Hosted, où dans la catégorie Self-Hosting Solutions, vous verrez d'autres solutions de self-hosting pour mettre en place votre stack de self-hosting. Pour aller un peu plus loin, il y a des services qui existent pour scanner automatiquement vos Docker, pour faire du scan de vulnérabilité. Donc c'est Trivi, Grip et Docker UNT, où en gros à chaque fois que vous allez mettre à jour votre Docker ou que vous allez le déployer, il va scanner tout votre Docker et vous dire tiens bah là il y a une CVE machin, et ensuite bah à vous de faire des remédiations comme vous voulez quoi. Home Assistant, ça c'est pour faire de l'IoT chez soi et tout automatiser. Il y a d'autres frameworks qui existent, mais celui-là est plutôt pas mal. Et par exemple, ouais, si vous mettez des caméras chez vous, tout ça, enfin tout ce qui est IoT avec maison connectée, vous pouvez le brancher dessus et tout marche tout seul, c'est plutôt pas mal. Et attention aussi aux caméras, à pas prendre des caméras chinoises, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous prendre, exfiltrer des photos toutes les 5 minutes. Enfin, on voit des petits trucs comme ça sur internet, c'est marrant. Et aussi, est-ce que c'est possible de faire du full no GAFAM avec un serveur? Pour l'avoir expérimenté un petit peu, ouais, mais ça reste quand même un peu compliqué, parce que du coup, on est extrêmement dépendant de son serveur, et si jamais demain bah, le serveur il est down, bah plus rien qui marche. Donc c'est un peu embêtant. Donc l'idée c'est essayer de redonder les données, et voilà. Et aujourd'hui j'y suis quasiment. Il me reste juste à il y a juste qu'il faut que je me sépare de Google Maps puisque c'est quand même pas trop mal. Ça marche plutôt bien. Et voilà. Et ben, donc en gros, vous l'aurez compris, le self-hosting, c'est un énorme rabbit hole, mais c'est quand même sympathique. Et j'espère que vous avez apprécié la présentation. Il y a des questions?
Ah, au niveau de la consommation, j'avoue que j'ai pas regardé. Je me suis toujours dit il faudra que je regarde, mais j'ai jamais pris le temps. Ouais. Euh, Est-ce que au début je disais que c'était pour économiser de l'argent et au final est-ce que j'ai vraiment économisé de l'argent? Au niveau du serveur, c'était déjà c'est un PC de récup entre guillemets, même si c'est un serveur que j'avais monté pour le jeu à la base, enfin c'est de la récupération, donc ici bah je considère que ça m'a coûté rien du tout. Et au final le seul truc qui me coûte de l'argent c'est le prix de l'électricité. Mais sinon, enfin j'estime quand même faire des économies. Surtout que c'est comme avoir enfin j'ai pas besoin de louer de VPS, du coup je peux faire tout ce que je veux sur mon serveur, donc au final non ouais ça, je pense que ça fait quand même des économies. Il y a le stream qui demande si tu as un firewall chez toi. Est-ce que j'ai un firewall chez moi? Oui. J'avais pris au tout début, j'avais pris un FortiGate mais après coup, je pense que j'aurais pas dû prendre ça parce que ça coûte un peu cher. Et il y a des solutions open source où je pense un truc si je devais en racheter un, je pense je me tournerais vers le Bananapi où en gros on peut installer un OpenSense dessus, un pfSense pardon, et ça coûte à peu près 100 euros il me semble si j'ai pas de bêtises. Et pour faire exactement la même chose, au lieu de débourser 300 euros pour un FortiGate. Il y a quelqu'un d'autre sur le stream qui demande quand tu avais ta slide avec tes services internes et publics, ils étaient cloisonnés comment? Avec des VLAN ou autrement? Comment? Tes services C'est-à-dire internes et publics, tu les cloisonnais sur comment? quel. Oula, ça marche pas. Hmm, je sais plus c'était où. Non. Ah non, c'était là, merde. Zut. Je crois que c'est la slide avec les services internes où tu avais le flou. Ouais. Tu t'es rendu compte qu'ils étaient Ça. exposés? Comment je fais pour isoler ça? Alors non, il n'y a pas du tout de VLAN. C'est juste. En gros, donc comme je l'avais dit au début, donc chaque service est dans un Docker. Donc c'est que des bridges que je fais en réseau où chaque service a son propre réseau avec trafic. Donc il y a plein de réseaux isolés uniquement avec trafic. Et même de l'autre côté, c'est pareil. C'est juste que dans les labels Docker que je définis, je dis redirige pas vers web et HTTPS. J'ai redéfini, comme j'avais montré dans la conf trafic juste avant, j'en ai redéfini deux autres où j'ai web interne et HTTPS interne, où je dis redirige vers ceux-là qui redirigent en fait vers où je peux les accéder via le port 80 et 80 et 80 en gros. Et non, il n'y a pas du tout de VLAN, c'est juste un autre port en fait pour y accéder. Ouais. La question c'est ce qui m'est déjà arrivé d'avoir des DDoS, des attaques malveillantes, des trucs comme ça. Je ne pense pas, en tout cas je ne l'ai pas vu si c'est arrivé. Et oui, à tester après, oui, je vais. Et ouais, non, j'ai jamais expérimenté. Après, si vraiment ça arrive, je pense j'éteins le serveur et on voit ce qui se passe. Et puis, non, mais j'ai pas. Non, j'ai jamais expérimenté. Après, si quelqu'un a envie de commander un DDoS, pourquoi pas, on peut essayer. C'est bon. Bon, bah merci.